Matryoshka. On va continuer à parler de tout ça ensemble. Les médias français investissent aussi ces plateformes afin de toucher les adolescents, les jeunes et toute une partie de la population. Et l'INA, par exemple, qui est notre patrimoine riche de 80 années de mémoire radio, télé et web, soit plus de 22 millions d'heures d'images et de sons qui ont été numérisés, est aussi présent sur les réseaux sociaux. Et c'est aussi mis sur TikTok, par exemple. On va parler de tout ça tout de suite avec Antoine Baillet de l'INA, mais aussi avec Thomas Routier du Clémy. Je vous demande à venir nous rejoindre si vous voulez bien. Matryoshka. Bonjour, bonjour à vous deux. On va parler un petit peu de comment cette information est en train de se transformer. Et on a entendu à la fois des témoignages. On va continuer à dialoguer tous ensemble. Et n'hésitez pas, même si je ne vous dis pas si est-ce que vous voulez répondre, vous pouvez prendre la parole. Et c'est hyper important justement qu'il y ait aussi votre ressenti, ce que vous pensez, ce que vous avez envie de partager, ce que ça vous évoque. Mais je voudrais qu'on revienne là-dessus. Antoine, vous êtes journaliste, vous, de formation, un vrai, directeur éditorial de l'INA, donc, qui est l'Institut national de l'audiovisuel, qui est un petit peu notre musée de l'image et du son en France. Et vous vous occupez aussi de la stratégie éditoriale de l'INA. Comment est-ce que, d'abord, vous avez envie de réagir à ce que vous avez entendu là sur ces nouveaux canaux utilisés, cette nouvelle façon d'investir l'information sans se réclamer justement aux journalistes, une sorte d'humilité par rapport à l'info et en même temps une grande liberté. Ça dit quoi pour vous? On va se faire engueuler à ce fois-là. Au contraire. Pas du tout, Antoine, il est cool. Au contraire. Si on essaie de mettre un mot un petit peu savant ou autre, ce qui est en train de se passer, c'est une désintermédiation de l'information. Ça veut dire Il n'y a plus besoin d'un média pour qu'un message puisse être reçu comme information. Il y a une disparition à certains moments des médias. Je ne sais pas si ce que tu fais, c'est du journalisme ou pas, mais en tout cas, tu informes ton audience directement. Et ça, en fait, ça peut produire le pire et ça peut produire le meilleur. Je vais commencer par le meilleur. Pour moi, c'est ce qu'on est en train de voir là. Hugo Décrypte, je ne sais pas si c'est un journaliste, je ne pense pas qu'il ait de carte de presse, néanmoins il informe des jeunes qui s'intéressent à de la politique, à de l'actualité. Peut-être qu'à certains moments même c'est des codes en fait très traditionnels de l'info, mais voilà, ça marche. Si je prends un autre exemple... Oui, mais ça marche. Est-ce qu'il est journaliste ou pas? D'abord, il a fait une école de journalisme. Et en plus, quand Hugo Décrypte raconte l'information, vous le suivez, Hugo Décrypte, sur YouTube ou même... vous le suivez sur quoi? Sur TikTok, sur YouTube. Bon, quand il raconte, en fait, il raconte aussi l'information, mais c'est de façon, somme toute, assez conventionnelle. Sauf que, bon, il ne fait pas des phrases trop propres, mais c'est quand même... c'est David Pujadas sur TikTok. Voilà. On peut dire ça comme ça. Il est très propre en soi. Oui. Je ne parle pas de son hygiène, hein, il parle bien, quoi. Alors je crois que lui n'a pas fait d'école de journalisme, mais en tout cas il a embauché maintenant des journalistes. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, Hugo Décrypte. Si je prends un autre exemple de ce que ça peut produire de meilleur, en ce moment on est en train de... je prends un exemple très très concret, très basique et très simple. En ce moment on continue à avoir des images de ce qui se passe en Ukraine, et c'est pas forcément des journalistes professionnels qui les ont tournées, c'est de l'information qui est diffusée par des témoins qui sont sur les lieux et qui filment. Vladimir Poutine peut bombarder une tour de télé, une tour qui émet des ondes de télé. On continue à être informé parce qu'il va y avoir des témoins qui effectivement vont diffuser cela. Attention, tout n'est pas à prendre pour argent comptant. Je prends un exemple, France Télévisions par exemple, de l'info très classique, utilise ces vidéos-là, filmées par des témoins en Ukraine, dans leur JT, mais ils l'ont vérifié. Il y a France des Télévisions, journalistes, c'est donc France 2, France 3, France 4, France Info également. France Info. Et du coup, voilà, ils ont mis une petite armée de journalistes, une armée, je crois qu'ils sont entre 5 et 10, qui regardent les réseaux sociaux, qui regardent TikTok en Ukraine, et qui vont se dire, est-ce que cette vidéo-là, elle est vraie? Est-ce qu'elle n'est pas vraie? Ils vont chercher à la vérifier.
Et ça pourra être intégré ensuite à de l'information très classique dans un JT. Et donc là, il y a quand même, par rapport à ce sujet d'intermédiation, là, il y a quand même un média qui valide ou pas la véracité, la vérité d'une information. Qui se réapproprie quelque chose qui circule. Vous, au niveau de l'INA, Antoine, comment est-ce que justement vous récupérez des codes pour arriver à adresser l'information aux jeunes générations? Quels sont vos canaux à vous et comment vous faites? Je vous raconte même pas l'horreur que c'est quand TikTok apparaît avec le code d'1 minute à l'époque et que nous, nos vidéos d'archives, elles sont tournées avec une autre grammaire où on laissait respirer les images, où les 1 minute de silence. Il pouvait y avoir des vidéos effectivement dans les années 70 filmées par le RTF qui allaient durer effectivement prendre le temps de respirer, de laisser respirer, etc. Donc quand on se retrouve avec un lieu tel que TikTok qui émerge, nous on est comme une poule face à un couteau, on ne sait pas quoi en faire au départ. Et puis après ça, on réfléchit, on se dit tiens, comment on pourrait essayer d'y donner du sens. Comment nous, on peut diffuser un contenu qui ait du sens là-dessus. Il y a des fois, on réussit. Il y a des fois, on réussit un petit peu moins. Mais en tout cas, on essaye. Et on sait que aujourd'hui, il y a des changements dans la manière dont les jeunes consomment des contenus. Et donc, c'est un défi, en fait, pour nous d'y arriver. Sur TikTok, on diffuse des petites vidéos du coup d'1 minute parce qu'on est resté sur, on l'avait investi au moment où c'était qu'1 seule minute et on fait des petites collections. Ça marche bien. Tout à fait. Ça fait des petites collections où on raconte par exemple l'amour il y a 30 ans et puis du coup on clip, on monte. Et voilà. Au total, l'INA, aujourd'hui, sur l'ensemble des supports numériques, c'est plus d'1 000... Bon, je reprends les chiffres, parce qu'il y avait les chiffres de la première seconde, de la première slide. C'est plus d'1 milliard de vidéos vues. Moi, j'ai 1 milliard de vidéos vues chaque année. Vous en avez vu une, vous, chacun? Oui. Bon, cool, j'ai vu des têtes. Il y a eu 1 milliard de vues, et pas vous. Alors, INA, j'ai vu des têtes au chai. Et... peut-être que vous avez vu Squeezie aussi qui réagit à des vidéos de l'INA, par exemple. Ça, là, on a gagné, nous, notre mission. Si Squeezie s'approprie... C'est quoi la mission, après tout, à part de plaire aux jeunes? C'est évidemment de transmettre quelque chose. C'est évidemment d'apporter aussi un sous-titrage de l'actualité pour dire, en fait, là, il y a quelque chose qui se passe dans l'actualité. Peut-être que c'est une rupture et qu'avant, c'était pas du tout comme ça. Peut-être qu'à l'inverse, c'est une continuité. Et qu'en fait, ce qui est en train de se passer advenait déjà dans le passé. C'était Thomas Rouchier. Merci d'être avec nous et d'autant que vous avez animé tout à l'heure avec certains élèves qui sont dans la salle un atelier de web radio pour le festival Génération Matrioshka avec des jeunes absolument merveilleux. Donc merci parce que vous avez réussi en 2 heures à faire une émission de radio, ce qui est génial, d'apprendre ce que c'est être journaliste et tout ça. Et je pense que tout le monde était hyper content. Donc merci. Vous êtes là aussi parce qu'aujourd'hui, vous êtes représentant du CLEMI, qui est le centre d'éducation aux médias qui dépend de l'éducation nationale. Le badge est là, c'est vrai. Et aujourd'hui, c'est le lancement de la semaine de la presse à l'école, et dont Matrioshka est d'ailleurs partenaire chaque année. Donc merci beaucoup d'être là. Vous, avec le CLEMI, ce sur quoi vous vous concentrez, c'est ce rapport à la fake news, à l'éducation aux médias. Comment vous réagissez déjà à l'émergence justement de l'information sur TikTok, sur Twitch et surtout tous les réseaux? Comment vous accompagnez ça, vous? Merci de nous avoir invités. Merci aux collégiens du collège de Bussy d'Aulnay-sous-Bois qui sont là, ils sont dans la salle. Je pense qu'on peut les applaudir très fort, avec leurs enseignantes et puis avec un formateur du CLEMI, Eric Schweitzer. Merci. Je crois que tous ces gamins qui sont là sont passés au micro tout à l'heure, soit par téléphone ce matin, soit en direct tout à l'heure. Et c'est un honneur d'avoir pour ces élèves des professionnels des médias. Alors, c'est la semaine de la presse et des médias à l'école. C'est la 33e édition. Il y a 4 700 000 élèves qui participent. C'est de plus en plus important. Et vous nous comptez, nous aussi, dedans, parmi... Bien sûr. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie question autour de la presse et des médias. Et vous l'avez dit, Sandra, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est l'information. Il y a
nouveaux sociaux de façon récurrente, régulièrement. Et les jeunes, aujourd'hui, il y a 80% des gens qui sont ici, qui sont collégiens ou lycéens, les utilisent à merveille. Il faut pas... Notre travail, c'est pas de dire les réseaux sociaux, les écrans, c'est dangereux, pas du tout. Il faut justement qu'ils apprennent à nager dans cet océan où il y a des requins, où il y a des grosses vagues. Il faut absolument qu'ils apprennent, et ils le font de façon talentueuse, parce qu'ils ont énormément de talent, de créativité, à utiliser ces réseaux sociaux pour eux-mêmes informer, donner de l'information. Mais l'information, c'est quand même une affaire professionnelle aussi, hein, parce qu'il y a des cartes de journalistes, il y a toute une série de... On ne peut pas diffuser de l'information vraiment sans avoir des codes. Et au CLEMI, au Centre pour l'éducation aux médias de l'information, ce que l'on apprend aux jeunes, c'est avant tout à vérifier les sources. Que ce soit des médias connus, que ce soit d'autres réseaux, il faut croiser les informations, il faut vérifier l'information. Donc la base, c'est cela. Et puis la base, et Eric qui est là dans la salle et qui le fait depuis plus de 10 ans au CLEMI, c'est de produire, c'est que les élèves produisent de l'information. Et ils vont comprendre toutes les difficultés et tout l'intérêt d'avoir de bonnes informations, de faire des recherches. Vous voyez, ils ont fait effectivement 1 heure de direct tout à l'heure. Ils ont travaillé 3 heures ce matin, mais ils ont travaillé aussi dans leur collège où ils sont allés chercher de l'information sur ces personnes qui sont là, de façon à ne pas dire de bêtises et à bien attaquer le sujet avec des bonnes questions. Alors moi, ce que je trouve intéressant quand on dit voilà la bonne information et tout ça, c'est de mesurer l'ampleur de ce que ça peut représenter. Regardez par exemple cette image du président ukrainien qu'on a vu dans les médias hier. Alors moi, j'ai juste récupéré où en fait on le voit prendre la parole. Est-ce que vous avez suivi ça, Antoine, lorsqu'il prend la parole et qu'il dit à son peuple « déposez les armes ». Ça, c'était hier. Et en fait, de quoi est-ce qu'on se rend compte? C'est qu'en réalité, cette vidéo a été complètement truquée. C'est-à-dire que pour contrôler l'information aujourd'hui, c'est quand même de plus en plus difficile parce qu'il n'y a que des spécialistes qui ont réussi à dire que ce n'était pas une vraie vidéo et qu'elle a été publiée sur une chaîne ukrainienne qui a été hackée. Donc en réalité, c'est ni les Ukrainiens qui voulaient le diffuser, ni c'était le président ukrainien qui disait de rendre les armes. Mais ça a semé le doute. Comment on fait aujourd'hui face à cette information? Et finalement, cette information, elle n'est pas que, pour revenir sur le fait de se dire, bon, elle est vraie ou elle n'est pas vraie, c'est qu'en fait, derrière, il faut mesurer qu'il y a un enjeu et que ça porte quelque chose. Est-ce que vous voulez réagir à ça, Antoine puis Thomas? En fait, j'ai même écrit, moi, un livre là, qui est sorti il y a quelques semaines, où je raconte, tout à l'heure, j'ai parlé de la désintermédiation dans ce qu'il y a de meilleur. La désintermédiation, c'est aussi ce qu'il peut y avoir de pire, c'est-à-dire la manipulation de l'information. Les codes sont très facilement accessibles. J'appelle ça, voilà, merci beaucoup pour la couverture. J'appelle ça de la dark information. Alors je veux dire un truc de vieux, pardon. Je pense pas que parmi vous il y en ait qui ait déjà bu du Canada Dry ou qui se souviennent du slogan du Canada Dry. Merci, je vois quand même des mains se lever. Est-ce qu'il y en a qui sont nés après 2000 qui ont vu du Canada Dry? C'est ça la question. Il y en a. Il y avait une pub pour le Canada Dry. Il y avait un slogan qui disait « Le Canada Dry, ça a le goût de l'alcool, ça ressemble à de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. » Et bien la dark information, ce que j'ai appelé la dark information, c'est exactement la même chose. Ça a le goût de l'information, ça a la couleur de l'information, mais en réalité, c'est pas de l'information. Je prends un exemple très concret, c'est par exemple... aller sur un sujet un peu polémique, on y va. Un groupe de soutien à Didier Raoult sur le coronavirus qui va produire des contenus alors, sur Facebook, donc plutôt pour un peu public plus de vieux quarantenaire. Voilà, exactement. C'est très joli. Non, mais on n'est pas obligé de s'excuser d'avoir 40 ans. Hein. Ils vont y arriver aussi. Hein. Et ça m'arrive. J'y suis aussi. Et qui va produire des contenus qui ressemblent à des articles de journalistes. Sauf qu'en fait, non, c'est pas des articles de journalistes. C'est écrit pour faire la pub de Didier Raoult à l'époque. Et donc du coup, évidemment, ça pose quand même beaucoup de questions que cette émergence-là, parce que les outils le permettent. C'est pas la même chose, Zelensky et Didier Raoult, mais c'est une utilisation d'outils et une diffusion qui est
assez facile. Dans les raisons d'espérer, en fait, moi, je crois beaucoup à toute l'action du Clémy. Je crois énormément à l'action de l'éducation aux médias, à l'info. Dans le livre, j'ai interrogé alors un député qui raconte qu'il voudrait créer des cours vraiment à temps plein d'éducation aux médias, à l'info. De le rentrer dans le programme, en fait. Et même encore un peu plus que ça, d'avoir des profs spécialisés aussi. Aujourd'hui, ce sont des enseignants qui sont volontaires pour le faire, et bravo, bravo à eux, mais il n'y a pas un CAPES d'éducation aux médias. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose dont on doit débattre et qui est un bon thème de société. Est-ce que vous êtes conscient justement de chercher à chaque fois, est-ce que quelqu'un a envie de partager là-dessus cette idée de savoir si quelle est la valeur de l'information que vous partagez ou que vous recevez, savoir si elle est juste ou si elle est fausse? Je peux poser une question parce qu'en gros, est-ce qu'il y a des gens qui ont moins de 20 ans dans la salle là? Ouais. Est-ce que vous allez sur des sites d'infos? Est-ce que vous tapez Le Parisien? Est-ce que vous tapez Le Monde ou vous allez chercher directement l'info dans le journal? En dehors des cours. Non, mais en gros, est-ce que juste vous allez sur le flux Snap, TikTok, Insta, vous regardez, vous êtes abonné à des chaînes? Ça c'est le cas. Mais est-ce que sans être abonné à des chaînes, qui sans être abonné à des chaînes va directement sur un site internet d'un journal? Ok. Ce qui est Ce qui est pas mal. Ouais, ce qui est mieux, pas je mal. pense. Mais ce que même moi, je fais plus en soi. Mais c'est ce qui est triste. Ah bon? Non, j'avoue, c'est comme on a tellement de choses à faire dans une journée, on a tellement que en fait, c'est Instagram, mais en même temps, je vais parler à ma meuf, en même temps, je parle à des potes, et en même temps, je vais m'instruire. Et du coup, je suis abonné au Monde, à machin. Et ensuite, si jamais il y a vraiment quelque chose sur lequel j'ai envie de passer du temps, là, je clique sur le lien de l'article. Mais je n'ai plus le réflexe d'aller directement sur... À la source. Non. C'est amusant ce que dit Nathan, parce que ce qu'il est en train de poser comme question à la salle, on le fait actuellement avec le Clémy dans des cités éducatives. Il y a 200 cités éducatives en France. Une cité éducative, c'est une école, un collège, des lycées et des missions, des MJC, des maisons de la jeunesse et de la culture. Tout ça, ça regroupe une cité éducative. Et en ce moment, avec Virginie Sassoon, qui est la directrice adjointe du Clémy, qui est un petit peu... la créatrice de tout ce qui est parentalité numérique, parce qu'il ne faut pas oublier les parents. Aujourd'hui, la salle est très jeune, il y a quelques mamans, quelques papas dans la salle, mais c'est important aussi de former beaucoup de gens qui ne sont pas habitués aux nouveaux médias, qui ne sont pas habitués à beaucoup de choses sur le numérique, qui sont totalement dépassés. Donc Virginie a créé avec le Clémy un univers qui s'appelle La famille tout écran, et justement qui aborde ce sujet, c'est que, par exemple, à la maison, si je te prends au premier rang, combien est-ce que tu as d'écrans chez toi, à la maison, toi, toute la famille? Essaie de compter rapidement. Ouais, rapidement, parce que voilà. il doit y en avoir. Donc, les questions que posait Nathan, on les pose, on va à la rencontre des jeunes et on fait ce qu'on appelle un portrait numérique des jeunes. Mais on apprend qu'ils ont, par exemple, 70 applis, qu'ils en utilisent 10, qui passent pratiquement 8 heures par jour sur leur portable. 8 heures par jour sur leur portable. Alors, un peu à l'école pour travailler, mais pas beaucoup. Alors, tu as calculé combien tu avais d'écran à la maison? Attends, combien, le pardon? micro est ouvert ou pas? Vas-y, fais voir. Réessaye. 7. 7. Bon, Et on n'est que 2. Et vous n'êtes que 2, d'accord. Donc, imaginez, voilà. Quelle utilisation fait-on des écrans? Et en quoi y a-t-il, encore une fois, je rebondis, hein, c'est pas forcément... Qu'est-ce que ça dit, le nombre d'écrans, après tout, par rapport au rapport à l'information? Mais rien, parce qu'il y a l'utilisation qu'on fait de l'écran. Et si on fait une utilisation raisonnée, c'est formidable d'avoir autant d'écrans, d'avoir autant d'informations. C'est exceptionnel, c'est une chance folle que l'on a. Maintenant, ça va être quelle utilisation on en fait. Donc c'est pour ça que je voulais rebondir sur, effectivement, les infox. Je parle un peu comme un vieux François. Les fake news, on va dire. Les nouveaux réseaux sociaux, tout cela, c'est très important, mais ça doit s'apprendre aussi en famille. Et il doit y avoir un décryptage de tout ce qui apparaît à l'image et qui est de plus en plus important, parce que de plus en plus, et on en a parlé avec l'Ukraine, on en a parlé avec effectivement la pandémie, avec tout ce qu'on a connu dernièrement, et puis entre Zemmour qui revenait aussi de temps en temps, entre toutes ces vagues, de tout ce qui est effectivement
mauvaise information, et je vois que c'est écrit dans le titre de ton livre, c'était aussi tout ce qui est complotisme. Et c'est un vrai sujet, le complotisme. C'est ça, c'est-à-dire que dans le livre Voyage au pays de la dark information, Antoine, ce qui est aussi intéressant par rapport, pour lier le sujet du complotisme à celui qu'on est en train d'aborder, vous décrivez aussi ce phénomène des décrocheurs de la véritable information. Et vous faites une sorte vous identifiez les médias en 4 couches. Il y a le cœur. Alors, si vous pouvez nous décrire ça, parce que je trouve que, en fait, parfois, quand on parle de l'information, c'est un peu nébuleux, c'est un peu tout et rien, c'est tout ce qui est autour de nous, c'est un peu comme si on disait l'air, enfin voilà, on le respire. En revanche, donner une sorte des cercles concentriques, ça permet de localiser l'information, celle qui est vraie, celle qui est moins vraie. Comment on le pense, ça, ces 4 couches-là ? Alors, je vais rendre à César ce qui appartient à César. C'est 2 spécialistes de l'information qui s'appellent Bruno Patino et Dominique Cardon, qui ont conceptualisé effectivement en étudiant ce gâteau un peu concentrique des médias et de la manière dont ils se renvoient. Alors là, on parle des médias sites internet, mais en regardant un petit peu la manière dont ils envoient des liens les uns vers les autres, la manière dont ils se citent entre eux. Et effectivement, ils arrivent à cette cartographie-là. Moi, après ça, sur 4 couches concentriques, les médias du cœur, qui sont médias plutôt traditionnels, on va le dire. Parisien, Exactement. Le Monde. Et puis, autour gravitent par cercle d'éloignement par rapport à une certaine forme de vérité de l'information aussi, d'autres sites, pour aller vers les endroits les plus éloignés. Alors je de reprends la les vérité. formules que vous reprenez justement de Bruno Patino. Il y a le cœur, donc les médias traditionnels au centre. On va se dire que plus on est au centre, a priori, après il y a toujours, mais plus on est au centre, plus on se rapproche d'une vérité, ou en tous les cas d'une information vérifiée. Donc il y a le cœur. Ensuite, il y a la deuxième couche qui est la couronne, qui serait des médias, vous dites, comme Causeur, Valeurs Actuelles. Bon, c'est celles qui ont une sorte d'analyse en plus, un regard un petit peu diagonal. Bon. Ensuite, troisième couche, c'est la couche qui est dite satellite, avec les médias qui sont à la marge, comme Égalité, Réconciliation, tout ça. Et puis, quatrième couche, alors là, on est vraiment sur du média de niche, plus indépendant. Et est-ce que plus on s'éloigne de ce cœur-là, plus on peut se rapprocher d'une information transformée? L'information transformée, pour moi, elle commence très tôt. Elle commence potentiellement dès la deuxième couche. Ce que j'ai fait dans le livre, c'est que je suis allé rencontrer, le cœur du livre, moi, c'est d'aller rencontrer les personnes qui produisent ce que j'appelle la dark information, et j'essaie de comprendre leur motivation. J'essaie de comprendre pourquoi à un moment, ils se mettent à diffuser des informations qui ne sont juste pas vérifiées. Et du coup, j'ai 3 grandes familles de motivations. J'ai des personnes qui vont avoir des motivations politiques. Je rebondis là-dessus parce que dans la cartographie, on se parlait de égalité, réconciliation, par exemple. Voilà, ce sont des sites très, 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 très marqués, ouvertement d'extrême droite. Et effectivement, dans les personnes que j'ai rencontrées, il y a, par exemple, une chaîne YouTube et un site internet qui s'appelle TV Liberté. C'est quelque chose qui est très proche, historiquement, du Front National. Donc, première grande famille, la politique. Deuxième grande famille, elle est très proche du thème du débat, c'est l'économie. Il y a des gens qui gagnent de l'argent en produisant de la fausse information. Je ne sais pas si certains d'entre vous, un jour, se sont déjà retrouvés sur le site internet de France Soir. Je ne vous le souhaite pas forcément. France Soir, c'est un très très grand journal qui a pendant longtemps été un très très grand journal. Il a cessé d'être un journal imprimé. Il a été racheté. Le site internet a été racheté par un entrepreneur qui voulait faire de l'argent sur France Soir. Au départ, effectivement, russe. Ensuite, racheté encore par un entrepreneur français. Et aujourd'hui, France Soir, il reste une marque qui semble être un grand média, et qui en réalité produit énormément d'informations
Alors à l'époque où j'ai fait le livre, beaucoup d'informations anti-vax, etc. Et aujourd'hui, qui produit et diffuse de l'information pro-Poutine. Et derrière, en fait, il y a la possibilité de faire de la pub. Il y a de la pub qui est affichée sur François, et ça rapporte de l'argent à son créateur, et ça ne coûte pas grand-chose à faire. Donc ce qui est intéressant, ce que vous racontez Antoine, pour rebondir avec ce que disait Thomas tout à l'heure, c'est que quand il y a une fausse information, il y a une intention derrière. Et là, vous signifiez qu'il y a soit une intention politique, c'est-à-dire pour répondre à un enjeu politique, et on a vu par exemple dans la campagne aux États-Unis de, comment il s'appelait le président précédent, j'ai oublié, Donald Trump. Dans la campagne de Donald Trump, il y avait l'utilisation justement de fake news pour parvenir à des fins politiques, qui a un objectif qui peut être un objectif économique, et vous dites qu'il y en a un troisième. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est des motivations qui sont beaucoup plus personnelles cette fois. Il y avait cette formule d'Andy Warhol qui parlait du quart d'heure de gloire que chacun peut avoir par les médias. Aujourd'hui, en fait, tout le monde peut construire son propre petit quart d'heure de gloire et avoir une audience qui devient très importante. Je suis allé rencontrer en Ardèche un vieux monsieur qui a 75 ans, quelqu'un qui s'appelle Serge Petit-Demange, qui a créé une chaîne YouTube qui a 15-20 000 abonnés, donc ce qui est quand même pas si ridicule que ça. En 2-3 ans, je crois que ces vidéos, elles ont réuni 8-9 millions de vidéos vues. Ok, c'est pas immense, mais c'est quand même, ça commence à être quelque chose. Il se filme, il produit 2 à 3 fois par semaine un commentaire de l'actualité qui est extrêmement orienté, extrêmement à droite et même d'extrême droite, encore une fois. Et en fait, il fait ça parce que j'ai vraiment passé la journée avec lui, j'ai essayé de comprendre. Donc, je pourrais le raccrocher à la famille de la politique, mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est narcissique, en fait. Et à la fin de la journée, il m'explique vous savez, Antoine, moi, avec mes enfants, je suis en rupture aujourd'hui. Je les vois plus. J'espère que quand ils regardent mes vidéos et quand ils regarderont encore plus tard mes vidéos, ils se diront papa, papy, c'était pas un salaud, etc., etc. Donc il y a une forme de motivation très personnelle. Libre à chacun pour le commentaire, j'en sais rien. J'ai dit c'est raté du coup. Oui, enfin, on ne sait pas comment ça on sait pas comment sera reçu. Pense pareil. Mais en tout cas, il y a une motivation qui est très personnelle et il y a une quête à ce moment-là. Alors de starification ou même tout simplement de je cherche à créer quelque chose. Et je crois pas mal à cette explication-là. Oui, mais ça, on le retrouve sur tous les réseaux, pardon. Bien sûr. Je me tourne vers Hicham. Je suis ni sur même si vous parlez de politique, mais la question quand même d'apparaître sur les réseaux, il y a aussi, alors là, vous distribuez une information politique que vous voulez analyser, réfléchir et tout ça, mais j'imagine que chacun, si on s'avoue, quand on va sur les réseaux sociaux, c'est aussi pour avoir quelque chose de narcissique. Enfin, c'est juste pour se montrer, quoi. Oui, et surtout sur TikTok où il y a ce truc de la viralité, où sûrement certains d'entre vous qui ont déjà eu des vidéos qui ont fait beaucoup de vues, ça peut arriver à n'importe qui, donc ça va augmenter très très vite. Donc pendant quelques minutes, on va se dire waouh, qu'est-ce qui m'arrive ? Je fais des millions de vues, puis on se sent comme une superstar, ça m'arrive parfois aussi. Mais après, au final, ça s'arrête là. Et il peut y avoir aussi ça peut être mal intentionné, mais quand même sur TikTok, j'ai réalisé que déjà, dès que par exemple il y a le gouvernement qui a fait un partenariat avec TikTok justement, ou dès qu'on met un hashtag politique, ou je sais pas, je vais mettre hashtag Marine Le Pen, il va y avoir une petite un petit lien qui va se mettre sur la vidéo. Et pareil sur le Covid, quand on parlait Covid, vaccin, ça se mettait tout de suite. Je dirais pas que c'est une forme de censure aussi sur TikTok, mais qui est que par exemple, je parlais de je ne sais plus quel candidat et j'avais écrit dans le texte Génération Identitaire, qui est un mouvement qui empêche les migrants de passer à la frontière, mais j'en avais juste parlé parce qu'un candidat avait des liens avec ce mouvement sans faire l'apologie de ce mouvement. Et ma vidéo n'a pas été publiée. Elle a été tout de suite interdite, et c'est surtout parce que TikTok, pour le coup, vu qu'ils ont une audience qui est très jeune, il y a tout ce qui est fait pour empêcher des personnes mal intentionné. Et donc pour le coup, je dirais pas que TikTok c'est un safe space, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites, mais c'est clair qu'il peut toujours y avoir des mauvaises intentions. Et je pense aussi récemment sur TikTok, il y a les lives, et pendant les lives on peut distribuer des cadeaux, et ces cadeaux valent de l'argent. Et récemment il y a eu beaucoup de polémiques parce que des gens qui en fait font des lives juste pour gagner des cadeaux, donc c'est clair que ça peut être vraiment détourné par de mauvaises personnes en quelque sorte. Nathan, une réaction justement sur tout ce que vous entendez là ? Oui, le culte de la personnalité, il est partout. Quand on voit du coup, c'est très subjectif aussi. Par exemple,
on peut se poser la question pourquoi des candidats, par exemple comme Taubira, qui sont âgés, qui sont venus d'une manière où on l'a dit, bon, elle est arrivée un peu comme une super-héroïne. Est-ce que aussi c'est pas un peu un culte de la personnalité et un peu de narcissisme? Tout le monde fait plein de choses pour aussi être au centre de quelque chose qui est nous-mêmes. Réseaux sociaux ou pas, enfin, je pense que même à l'époque, des écrivains faisaient le livre de trop parce qu'on avait envie qu'ils parlent de trop. Il y a des chanteurs qui font le disque de trop parce qu'on a envie qu'ils parlent d'eux. Je pense pas que ce soit quelque chose qui soit très réseaux sociaux. Je pense que même au collège ou au lycée, on faisait la fête de trop parce qu'on avait envie que tout le monde vienne chez nous. Ouais, mais la fête de trop, c'est pas narcissique, C'est pas ça c'est justement oui, l'anti-narcissisme, parce qu'en général, ouais, c'est dommage. C'est pas Non faux. C'est pas mais faux. en tous les cas, ce qui est intéressant, oui, il y a ce que vous dites là, le fait de vouloir exister, je pense qu'on a tous besoin Oui, tout le d'une monde. certaine façon, mais c'est quand c'est cumulé, et c'est ça qui est intéressant, Ouais. c'est quand c'est cumulé à l'information qu'on distribue. Et c'est là où finalement, c'est le cumul des deux mandats qui peut créer une réorientation de l'information. Peut-être un petit mot de conclusion sur cet échange, Antoine et Thomas, et puis on va passer à la suite. L'immédiateté. Le danger, c'est aussi l'immédiateté. C'est-à-dire vouloir montrer très vite ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, ce qu'on vit en ce moment, et parfois pas vérifier qu'on peut être dans une erreur et envoyer une fausse information. J'étais quand même très content tout à l'heure au cours de l'émission en direct, encore une fois, quand les élèves interviewés, alors certains étaient en direct, en face à face avec les invités, et puis d'autres étaient un peu plus en recul, eh bien ils étaient sur leur téléphone portable, en train de filmer, en train d'envoyer. Ça veut dire que votre équipe, Sandra, je pense à Fanny, qui fait des photos, qui va peut-être poster, eh ben ça y est, c'est trop tard. Ils sont déjà passés devant. Dans l'immédiateté, ils ont, eux, déjà envoyé des informations. Mais nous aussi, hein. Oui. Ouais. On va très bien. Alors. On a posté. Vous êtes à la même vitesse. Non, ce qui mais on essaye de se mettre au goût du jour. Le dialogue intergénérationnel, c'est de comprendre les codes de tout le monde et les leurs aussi. Non, ce qui est très bien, c'est de pouvoir effectivement communiquer, envoyer des informations et puis utiliser ces téléphones portables et autres outils. Mais encore une fois, il faut un temps de réflexion. À vouloir aller trop vite, on oublie l'essentiel. Je sais pas si je suis d'accord. Je sais pas répondre. En même temps, vous prenez le temps de réfléchir, ce qui va avec ce que vient de dire. Ça prouve ce que vient de dire Thomas. Et en même temps, alors du coup, je devrais complètement être d'accord avec ça. L'INA, c'est le temps par excellence, puisque ça date d'il y a longtemps. Et je peux vous dire qu'en même temps, à certains moments, quand on se dit qu'il faut contextualiser une information qui arrive, bah, faut le faire rapidement aussi. Quand il s'agit de dire si quelque chose est une rupture ou une continuité, à un certain moment, il faut aussi être capable d'aller sur la rapidité. Donc voilà, c'est très paradoxal cette question du temps. Face à l'immédiateté des autres, parfois il faut savoir contrer la fausse information. Exactement. Il y a quelque chose qui est très intéressant, juste pour terminer là-dessus, sauf si vous avez des questions évidemment, et ça c'est très important, mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi, quand il y a par rapport à ce que vous dites, pourquoi lorsqu'il y a une fake news qui passe, eh bien, on la retient, et puis quand il y a une contre-information qui va arriver pour réorienter l'information et dire en quoi elle est juste, pourquoi on la retient pas? Est-ce que vous savez pourquoi? Alors moi, j'ai eu, je pense que vous devez connaître Thomas Huchon. On a fait un stream avec lui. Thomas Huchon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un journaliste qui est spécialiste fake news. Il a maintenant une émission sur LCI d'ailleurs. C'est un super mec. À 16h le vendredi, donc en ce moment. Ok, bon, vous le connaissez mieux que moi du coup. J'avais fait une émission avec lui et il avait dit quelque chose de... en général. C'est pas faux. Voilà. J'avais fait une émission avec lui, il a dit quelque chose de très juste. Il dit quand quelqu'un pense que la Terre est plate, il va le mettre partout sur les réseaux, il va en faire un cheval de bataille, il va l'écrire. Il y a 5% de platistes quand même, de gens qui y croient. J'aime bien cette expression, les platistes, c'est très marrant. Il va le mettre partout, il va l'écrire, le matin il va poster des informations dessus, il va mettre des graphiques, des images et tout. Le mec ou la meuf qui pense que la Terre est ronde va pas l'écrire du tout. C'est pas intéressant de poster une information comme quoi la Terre est ronde. Et en fait, à la guerre de l'info, on n'a pas forcément envie de savoir que la Terre est ronde, parce que la majorité des gens le savent, parce qu'elle l'est. Mais par contre, les gens qui vont être drivés par cette idée que la Terre est plate, ça les fait kiffer de l'écrire, et de l'écrire partout. Et ça les fait vivre. C'est un combat. C'est un combat. Alors que pour l'autre, c'est juste une banalité. Et il y a une autre chose qui se cumule à ça, c'est que c'est quelque chose de cognitif. Ouais. C'est-à-dire que la fake news,
elle a un effet émotionnel, parce que souvent c'est sensationnel, donc ça marque. Tandis que quand on répond par quelque chose de rationnel, eh ben derrière, ça marque beaucoup moins dans nos cerveaux et on le retient moins. On retient plus ce qui est émotionnel, d'où l'évolution des émoticônes. Et c'est ce que font les nouveaux médias. Sur Twitch et sur tous les nouveaux Les médias. nouveaux médias Passer digitaux. par l'émotion, qui fait Ouais, que du coup c'est ça, l'information passe plus et plus retenue, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle est plus juste. Voilà. Et c'est pour ça que Combini, par exemple, ou Vice, là où j'ai bossé quand j'étais un peu plus jeune, vont faire beaucoup d'articles sur la religion, sur le sexe, sur des choses comme ça, parce que c'est là où il y a des débats. Du coup, c'est là où il va y avoir dans les commentaires plein de gens qui vont s'écharper ou non. Au lieu de dire quelque chose qui est plus consensuel, ils vont mettre en avant des sujets qui ne le sont pas pour que ça se batte un peu. C'est un peu ça. La vérité est parfois moins sexy que le faux. Exactement. Et c'est une vraie difficulté. Matryoshka.